Mathieu, bonsoir, il est 19h. Voici les grands titres de l'actualité de ce samedi. Dossier du Sahara marocain à la une, le trentaine d'États membres du Conseil onusien des droits de l'homme ont vigoureusement et solennellement réaffirmé lors des travaux de la 46e session du CDH à Genève leur soutien fort et continu à la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces sahariennes. Vaccination, déjà quelques 3,5 millions de personnes vaccinées en à peine 4 semaines. Le Maroc est dans le top 14 mondial. Le Royaume capitalise sur le cumul d'une expérience de plus de 33 années de campagne d'immunisation des enfants de moins de 5 ans. Le flashback, c'est dans quelques instants. Et puis nous irons à Martil où les femmes de Bab Silta qui ont beaucoup souffert de la crise sanitaire peuvent enfin se réjouir. Plus de 200 contrats dans le travail dans le domaine du textile leur sont proposés. Le capital archéologique marocain s'enrichit, des milliers de vestiges du passé lointain retournent à la maison. Des lots de pièces archéologiques de 3 tonnes, des outils préhistoriques, une collection ethnographique et des objets géologiques que nous vous présenterons dans quelques instants. Nous vous en parlions hier à Genève et dans le cadre des travaux de la 46e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le groupe de soutien de l'intégrité territoriale du Royaume regroupant une trentaine d'États membres ont vigoureusement et solennellement réaffirmé leur soutien fort et continu à la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces sahariennes. Nous vous proposons en son et en images le texte de la déclaration prononcée au nom de ce groupe par l'ambassadrice représentante permanente de la République gabonaise à Genève. C'est un honneur pour moi de prononcer cette déclaration au nom d'un groupe de 31 États qui soutiennent la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces sahariennes. Le groupe estime qu'il est important de souligner que l'interaction des États membres avec le Conseil et le Haut-Commissaire doit conserver son caractère bilatéral et être préservée de toute instrumentalisation qui engendre des débats politiques contre-productifs au sein du Conseil des droits de l'homme. Le groupe de soutien exprime à nouveau son appui à l'action pacifique et légale menée par le Maroc en novembre 2020 pour assurer la libre circulation civile et commerciale au poste frontalier d'El Guergarat liant le Maroc et la Mauritanie afin de mettre fin aux provocations portant atteinte à la liberté de mouvement des personnes et des marchandises sur cette voie de mobilité névralgique entre l'Europe et l'Afrique. Le groupe se félicite également de l'ouverture par de nombreux pays de consulats généraux dans les villes de Dakhla et Laayoune qui constituent un levier de renforcement de la coopération économique et des investissements au profit des populations locales, du développement régional et aussi continental. La question du Sahara est un différend politique traité par le Conseil de sécurité qui reconnaît la prééminence de l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc comme crédible et sérieuse pour une solution politique définitive aux différends régionaux sur le Sahara. La résolution de ce différend régional contribuera à concrétiser les aspirations légitimes des peuples africains et arabes en matière d'intégration et de développement, objectif que le Maroc continue de viser et pour lequel il déploie des efforts sincères et continus. Le Maroc s'est engagé depuis de nombreuses années dans une interaction constructive, volontaire et profonde avec le système des droits de l'homme des Nations Unies, en particulier le Bureau de la Haute Commissaire aux droits de l'homme pour la promotion et le respect des droits de l'homme sur l'ensemble de son territoire. Dans sa résolution sur le différend du Sahara, le Conseil de sécurité se félicite du rôle joué par les commissions nationales et régionales des droits de l'homme à Dakhla et Laayoune et de l'interaction entre le Maroc et les mécanismes relevant des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Je vous remercie. Le réapprovisionnement des centres de vaccination à travers le Royaume a repris ce matin à partir des locaux de la régie autonome des frigorifiques à Casablanca. Les précieux lots ont été acheminés aux différents centres de vaccination sous escorte dans la perspective de maintenir, voire d'augmenter la cadence des opérations de vaccination déjà élargies depuis quelques jours aux personnes âgées de 60 ans et plus et aux personnes souffrant de maladies chroniques. Opération de vaccination anti-Covid, 3 997 435 personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin. Pour la deuxième dose, nous en sommes déjà à 161 906 personnes vaccinées.
Et dans la course à la vaccination, le Maroc se classe parmi les grands. Au plan mondial, il est classé 14e. Les États-Unis y sont quant à eux 4e. Le Maroc est premier en Afrique du Nord et dans l'ensemble du continent africain. En matière de vaccination, le Maroc capitalise sur le cumul d'une expérience de plus de 33 années, des campagnes d'immunisation exemplaires qui ont permis au Royaume d'éradiquer par exemple la maladie de la rougeole, au moment où dans certains pays d'Europe, cette maladie est encore enregistrée. Retour sur cette expérience érigée en modèle et l'actuelle campagne de vaccination contre le Covid le prouve, un flashback signé Mrim Messi. 1981. Il y a une quarantaine d'années, à peine un enfant sur 2 est vacciné au Maroc. Il aura fallu attendre 6 années avant de voir naître de vastes campagnes de vaccination. Automne 1987. Le programme national d'immunisation est lancé. Le défi est de taille. Immuniser les moins de 5 ans contre 6 maladies meurtrières ou handicapantes. Tuberculose, diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite et rougeole. Les plus chanceux ont pu recevoir leur vaccin des mains de son Altesse Royale, la princesse Lalla Mriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Mriem, a lancé la campagne de vaccination depuis les années 87. Pendant plus de 30 ans et régulièrement chaque année pour rattraper les enfants qui n'ont pas été vaccinés, qui ont échappé à la vaccination de routine. Tant redouté des bébés, source d'angoisse pour les mamans. Ces gouttes et piqûres ont pourtant sauvé des millions de vies. Plus de diphtérie ni de tétanos néonatal depuis 1987. Plus aucun cas de poliomyélite ne s'est déclaré depuis cette date, ni aucun cas de poliovirus sauvage n'a été détecté depuis 1989. Le système immunitaire chez l'enfant a besoin de plusieurs années pour qu'il soit comme celui de l'adulte. Ici, on ne faisait pas les vaccinations. Ici, on ne fait pas les vaccinations dès le bas âge. Les enfants, malheureusement, avant leur vaccinage, mouraient de beaucoup de pathologies infectieuses. Et j'en cite par exemple le tétanos néonatal qui a disparu du Maroc aujourd'hui. J'en cite la poliomyélite qui tuait beaucoup d'enfants et laissait d'autres handicapés. Aujourd'hui, le Maroc peut être fier de son expertise puisque nous sommes parvenus à éradiquer de nombreuses maladies infectieuses qui entraînaient une mortalité importante chez l'enfant, telles la rougeole, le tétanos, la poliomyélite. Ceci est dû à l'engagement historique à plus haut niveau de l'État et à partir de feu Sa Majesté Hassan II et Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui n'épargne aucun effort pour la mobilisation et la réussite des vaccinations. Aujourd'hui, on est à 12 vaccins chez l'enfant, à un vaccin chez la femme en âge de procréer, c'est celui contre le tétanos, mais l'objectif également est de protéger les enfants. Après, d'autres vaccins ont été introduits et on a pu aujourd'hui pouvoir être parmi les pays de la région Émeraude qui sont en train d'éliminer la rougeole par exemple. Alors que vous avez entendu, en Europe, aux États-Unis, c'est encore une maladie qui fait des ravages. Plus de 3 décennies de progrès qui transformeront le visage de la santé pédiatrique sous nos cieux. Aujourd'hui, 95% des enfants de 12 à moins de 24 mois sont totalement vaccinés. Le programme national d'immunisation ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Une meilleure adaptation du calendrier vaccinal prévoit son enrichissement, en plus de l'adoption du programme d'élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale. Et justement, à ce jour, 18h, nous en sommes à 3 435 997 personnes ayant déjà reçu la première dose du vaccin, tandis que pour la deuxième dose, nous en sommes à 161 906 personnes vaccinées. Et place à présent au bilan journalier du Covid-19. Les différents indicateurs épidémiologiques sont en nette amélioration. Depuis hier, 416 nouvelles infections ont été enregistrées pour 420 nouvelles rémissions et 7 décès.
Le total des cas actifs est de 5 988, celui des cas sévères et critiques est de 433 dans 29 patients intubés. Météo, demain et après-demain lundi, de fortes averses orageuses allant jusqu'à 60 mm au niveau de Sidi Qasem, Sidi Slimane, Khmissat, Qnitra, Araïch, Ouazzane, Chefchaouen, Tétouane et Mdiq Fnidq. De fortes averses parfois orageuses allant de 25 mm à 40 mm concerneront les villes de Ouarzazate, Tinghir, Khmissat, Khribga et Zagoura. Des chutes de neige concerneront à partir de 1400 mètres d'altitude les provinces de l'Haouz, Azelal, Bni Mellal, Chichawa, Midelt, Ouarzazate, Taroudant et Tinghir. Et puis hier, il a plu des corps, notamment à un stade où 24 mm de pluie ont été relevés, 13 mm à Ouarzazate, 9 mm à Sidi Slimane, 8 mm à Marrakech-Safi, 7 mm à Fès et 5 à Ben Guerir. Depuis le début de la crise sanitaire, le secteur informel pâtit. Et c'est le cas notamment des femmes de Bab Sbta. Le cœur de leur activité étant du commerce informel s'est arrêté. Mais aujourd'hui, elles s'apprêtent à intégrer le tissu économique. Quelques 700 femmes ont été recensées et déjà 200 ont signé un contrat pour travailler dans le domaine du textile. Une lumière au bout du tunnel pour ces femmes. Fna Chakir Alaoui, Abdelali Gnouni et Mounia Marouche. Après plusieurs mois d'inactivité, elles signent enfin leur premier contrat d'embauche. Un contrat qui va leur permettre de travailler dans une unité spécialisée dans l'industrie textile, située dans la ville de Martil. La plupart de ces femmes vivaient du commerce informel. Après la fermeture du poste de Bab Sbta, accentuée par la crise sanitaire, elles se sont retrouvées sans ressources. Mais aujourd'hui, elles sont en phase d'insertion professionnelle sur le marché du travail. La crise sanitaire m'a beaucoup impactée, à tel point que je ne parvenais même plus à payer mon loyer. Je suis une personne à besoins spécifiques et je remercie les autorités pour m'avoir proposé cet emploi. Ce recrutement va nous permettre de subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles. Il va nous assurer un revenu stable. Pour accélérer cette opération de recrutement, plusieurs contacts ont eu lieu entre les autorités régionales et provinciales, des investisseurs et l'ANAPEC. Objectif, encourager l'installation d'entreprises avec à la clé plusieurs postes d'emploi. Nous sommes une société spécialisée dans le textile. Nous avons décidé d'ouvrir une unité dans la ville de Martil pour résorber le chômage et promouvoir l'emploi au profit des personnes en situation de précarité, notamment les femmes touchées par les répercussions de la crise sanitaire. 200 femmes ont signé leur premier contrat et s'apprêtent à entamer leur activité ici à Martil. 500 autres devraient le faire d'ici la fin de cette semaine pour rejoindre les entreprises installées dans la zone d'activité économique Téton Parc. L'université euro-méditerranéenne de Fès, avec ses filières d'excellence, a su s'imposer en tant que référence de la formation dans le domaine digital et de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est dans ce cadre bien précis qu'elle vient de signer une convention de partenariat pour le développement de ces domaines de pointe. Zakaria Moukhenbila et Ahmed Fadeli. C'est au sein de cette université que se trouve l'une des plus grandes imprimantes 3D en Afrique. Dans les laboratoires de la filière fabrication additive, une cinquantaine de machines d'impression 3D, dont certaines conçues et fabriquées à l'université Euromède de Fès. Et c'est justement cette université qui contribuera bientôt à l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. L'université Euromède s'appuie sur l'expertise et le savoir-faire de l'OFPPT. L'UMF, c'est la plus grande plateforme de fabrication additive au Maroc et possiblement en Afrique, avec des machines qui peuvent faire plastique, métal, céramique et même béton. L'UMF, c'est 3D. L'université Euromède de Fès a à cœur d'agir en tant qu'acteur de développement au niveau régional. Donc on a plusieurs projets de développement en cours actuellement. À titre d'exemple, nous avons le projet Fès Smart Factory qui est le premier écosystème d'innovation en industrie 4.0. Depuis sa création en 2012, l'UMF favorise des activités de formation et de recherche de haut niveau, avec deux pôles principaux, le pôle ingénierie et architecture et le pôle sciences humaines et sociales. L'université forme de jeunes cadres dans des domaines spécialisés.
L'université s'inscrit dans le cadre de l'innovation. Elle met l'étudiant au centre de son plan de développement stratégique et nous sommes complètement tournés vers le futur tout en inculquant aux étudiants les soft skills, l'ouverture sur le monde, la maîtrise des langues, la maîtrise des technologies de l'information et de communication. Multilinguisme, mobilité des étudiants et un environnement technologique sophistiqué, des atouts phares pour une formation de qualité. En se joignant à l'OFPPT, l'Université Euromède de Fès permettra à la Cité des métiers et des compétences de la région Fès-Meknès d'avoir accès à ces plateformes technologiques avec l'objectif de développer la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et la compétitivité économique. Le capital archéologique marocain s'enrichit. Plus de 25 000 pièces ont été restituées au Maroc par la France. Une collection archéologique, patrimoniale et géologique qui retrouve dans quelques temps sa place légitime dans les musées marocains. Khadija Zerwal, Yassine El-Maazi et Nisser El-Hamdawi. Des milliers de vestiges d'un passé lointain, remis en main propre à leur propriétaire, le Maroc. En gros, il s'agit d'un lot de pièces archéologiques de 3 tonnes, composé d'outils préhistoriques du paléolithique et du néolithique, ainsi qu'une collection ethnographique et des objets géologiques. Cette restitution a été rendue possible grâce à l'aide des autorités françaises, conformément aux engagements pris par la France et le Maroc dans le cadre de la Convention de Genève de l'UNESCO de 1970. Ce lot de pièces qui a été réceptionné aujourd'hui ici au ministère de la Culture sont des saisies douanières qui ont été faites en France il y a déjà une quinzaine d'années et qui représentent 3 tonnes d'objets depuis des objets qui datent de moins 5000 ou de plusieurs millénaires jusqu'à des objets plus récents. C'est le patrimoine du Maroc qui revient à son pays. Avec ces nouvelles pièces, le puzzle archéologique se reconstitue de plus en plus et donne une illustration à tout un pan de notre histoire, mais pas seulement. Le Maroc est visé par un certain nombre de mafias, de trafics illicites qui sont une conséquence de la mondialisation. La deuxième chose, c'est que on veut pas juste les rapatrier au Maroc pour les rapatrier au Maroc. Il faut aussi qu'ils soient mis à disposition des étudiants marocains, notamment les étudiants de l'INSAP, l'Institut pour l'archéologie et le patrimoine, et le monde académique de la recherche, mais également que ces pièces puissent aller dans les musées marocains, qu'elles soient mises à la disposition du public. Le pillage archéologique, un phénomène mondial qui a pris de l'ampleur au cours de la dernière décennie. Le Maroc et la France s'engagent dans une lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Et voilà pour l'essentiel de l'information de ce samedi. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Haloula.